Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le décrochage scolaire, est-ce aussi inquiétant qu'on le dit? Pour nous en parler, je reçois la directrice de la commission scolaire du Lac-Abitibi, Mme Huguette Théberge. Madame Théberge, bonsoir. Bonsoir. Madame Théberge, dans mon intro, je disais que le décrochage scolaire, est-ce que c'est vraiment aussi inquiétant qu'on semble vouloir nous le faire croire ou le dire? Bien, chez nous, en tout cas, c'est inquiétant parce qu'on a une augmentation du décrochage scolaire. OK. Et chaque jeune qui décroche, bien, c'est un jeune qui aura des possibilités d'emploi moindres, avec un salaire moindre. Donc, je pense que oui, il faut continuer à s'inquiéter sur le décrochage scolaire. On parle d'école secondaire. Si je vous demandais tout bonnement comme ça, quel serait l'âge moyen des décrocheurs, puis est-ce qu'il y en a plus du côté étudiante que du côté étudiant? À la commission scolaire Oui, du Lac-Abitibi, c'est ça, exactement, nous, oui. ce sont des élèves de 3e secondaire. Le niveau, c'est à peu près 3e secondaire. 15 ans, 16 ans, Eh, mon 17 Dieu. ans. Ou bien encore des jeunes qui sont au niveau de la formation axée sur l'emploi. Métiers Ah, OK. semi-spécialisés OK. ou formation préparatoire au travail. Donc, des jeunes de cet âge-là qui n'ont pas encore complété le 2e secondaire. Et surtout des garçons. Surtout les garçons. Oui. Qu'est-ce que ces jeunes-là, entrer dans le monde du travail avec secondaire 2, on ne peut pas aujourd'hui, ça prend un secondaire 5 aujourd'hui pour pouvoir avancer un peu dans le marché du travail. Bien, c'est sûr que ces jeunes-là se retrouvent à faire des travaux à salaire minimum, peut-être moindre même Oui. que du salaire minimum, puis ils ne sont pas outillés pour bien performer dans la vie. Ce sont des jeunes qui ont toujours eu des difficultés d'apprentissage, OK. qui se retrouvent au premier cycle du secondaire en ayant encore des difficultés d'apprentissage. Donc, ces jeunes-là, on les dirige vers au moins un certificat métier semi-spécialisé. OK. Mais ces jeunes-là décrochent parce qu'ils ne veulent pas nécessairement faire de stage. OK. Et ils ont encore l'illusion de croire qu'ils peuvent faire un diplôme d'études secondaires. D'où ma question qui vient, c'est que justement, pourquoi les jeunes décrochent? Les principales raisons du décrochage chez ces jeunes-là, c'est quoi? Bien, M. Sioui a travaillé avec l'université, un chercheur de l'université OK. du Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Il a Abitibi-Témiscamingue. travaillé sur le décrochage en Abitibi-Témiscamingue. Puis, il parle de plusieurs facteurs, hein. Facteurs familiaux, facteurs personnels, facteurs difficultés d'apprentissage. Donc, chez nous, je dirais que c'est un manque de motivation. C'est également un manque de profil de vie. Ah, On n'a OK. pas idée de ce qu'on veut faire, on n'a pas de projet d'avenir. Puis, beaucoup, c'est relié à des difficultés d'apprentissage, comme je vous disais tout à l'heure, là. Des jeunes qui ont beaucoup de difficultés d'apprentissage. La famille y est pas beaucoup dans ça. Je pense une famille éclatée, entre autres, une famille dysfonctionnelle, une famille... On en a beaucoup aujourd'hui. Ça peut jouer un rôle primordial chez le jeune à ce moment-là. C'est un des facteurs. Puis, je dirais que l'accompagnement des parents devrait être là, du préscolaire, à aller jusqu'à la fin des études. Est-ce que assez souvent, Mme Théberge, ces jeunes-là qui décrochent reviennent? Il y en a qui Ils vont reviennent. voir, autrement dit. Ils Oui. vont voir, ils vont essayer de se trouver un emploi, ça ne marche pas, ils n'ont pas le salaire, comme vous avez dit tantôt, même inférieur au salaire minimum. Est-ce qu'il y en a qui reviennent, qui se disent, franchement, là, tu sais, bah, je vais aller faire au moins encore une couple d'années d'études pour essayer d'avoir mieux dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui reviennent? Il y en a qui reviennent en formation générale des adultes. C'est OK. souvent la porte d'entrée pour revenir aux OK. études. Donc, à la formation générale des adultes, où il y a un taux de diplomation qui augmente, puis un taux de jeunes aussi, de pourcentage de jeunes là, qui s'inscrivent aux adultes. Puis, il y en a qui reviennent au niveau du diplôme d'études professionnelles. Aussi, Mais oui. vous vous rappelez que pour le diplôme d'études professionnelles, bien, ça prend un 3e secondaire. Donc, les jeunes dont je parlais tout à l'heure doivent passer d'abord par les adultes OK. avant d'aller en formation professionnelle. Moi, si je vous demandais, Mme Théberge, que fait la direction
des écoles pour essayer de motiver, pour essayer de garder ces jeunes-là à l'école? C'est certain que dans la direction scolaire, on travaille pour garder les jeunes à l'école, j'en suis persuadé, mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir dire aux jeunes, bien, regardez, là, que ça ne marche pas, là, il faut que tu restes à l'école? J'oserais dire l'équipe école, hein? Parce qu'on OK. parle de la direction, Oui, mais il y a vraiment une équipe école. OK, oui. Il y a vraiment une équipe école, puis de plus en plus avec l'aide de partenaires, OK. parce qu'on a quand même mis en place, il y a 2 ans, un comité local sur la réussite et la persévérance où sont assis pour parler de pédagogie, parler de décrochage ou de persévérance scolaire, beaucoup d'organismes ensemble pour voir comment on peut raccrocher nos jeunes à l'école ou comment on peut les faire persévérer avant qu'ils décrochent. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place avec les partenaires. Nous, ce qu'on a fait les 2 dernières années, c'est de s'assurer qu'un jeune qui quitte le secteur jeune, l'information est transmise tout de suite à l'éducation des adultes pour qu'eux autres rappellent le jeune tout de suite pour le raccrocher. Okay. Si on ne peut pas le faire avec l'éducation des adultes parce que le jeune ne raccroche pas, il y a une entente avec le Carrefour Jeunesse-Emploi qui fait qu'eux autres prennent ce jeune-là puis tout de suite essaient de le raccrocher. Donc, il y a vraiment des passerelles qui se sont faites avec les autres organismes pour dire, dès qu'un jeune quitte, on a la préoccupation de voir pourquoi, d'aller chercher puis de le faire raccrocher. Et il y a plein de projets. Oui, exactement. C'est donc dire que vous ne laissez pas ces jeunes-là. Vous allez faire tout ce qui est humainement possible de faire. Oui, il y a vraiment des relances. Oui, oui, exactement. Parce que c'est sûr que vous ne rencontrez pas le jeune. Le jeune vous dit, regarde, moi, je suis tanné de l'école, puis je veux m'en aller. Ah, ben, OK, va-t'en d'abord. C'est pas ça. Vous allez essayer de lui parler. Il y a des comités, comme vous dites, qui sont formés pour essayer de leur emmener, si je peux dire, dans le droit chemin un peu, parce que on s'en va un petit peu à côté du chemin, là, quand on quitte l'école à 13, 14 ans, 15 ans, là, à ce moment-là. Puis il y a plein de projets. Hein. Il y a des projets d'engagement communautaire, il y a des voyages pour aider humanitaires, il y a différents projets là, qui sont présentés aux jeunes pour développer le sentiment d'appartenance puis essayer de les garder à l'école. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, Mme Théberge, on dit que c'est souvent au premier cycle du secondaire là, que les jeunes décrochent? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à manquer de projets de vie? Oui, c'est vraiment une des raisons. Je dirais pas la principale, mais quand le jeune a un projet de vie, on s'aperçoit qu'on peut le raccrocher quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, sans le secondaire 5, avant ça, il y a quelques décennies passées, c'était le secondaire 4, là on est rendu au secondaire 5. Si on n'a pas notre diplôme de secondaire 5, disons qu'on ne part pas trop bien à ce moment-là. C'est sûr que dans les affichages, on demande souvent un secondaire 5, mais il faut faire attention parce que je regarde le jeune qui va chercher un diplôme d'études professionnelles en mécanique, en soudure, en électricité. Ces jeunes-là se débrouillent très bien dans la vie. Hein? Oui, oui, sûrement. Puis ils n'ont pas nécessairement un diplôme d'études secondaires. Donc, je pense qu'il faut toujours valoriser les premiers certificats ou les premiers diplômes, même si ce n'est pas un diplôme d'études secondaires. Est-ce que ça se peut des fois que le jeune qui est à l'école, n'aime pas, en ce sens, étudier, je veux dire, avoir le nez dans ses livres à tous les soirs, puis je suis donc tanné, il faut que j'apprenne de la physique, de la chimie, peu importe, là. Puis, ce jeune-là, lui, là, dans sa vie, là, il veut travailler avec ses mains, il veut travailler dans des moteurs de camions. Ça peut arriver, ça. Oui, des jeunes qui sont plus manuels. Puis là, le diplôme d'études professionnelles, ça correspond à leurs besoins. C'est là que ça entre en ligne de compte. Oui, puis s'ils aiment ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. OK. On parle à la Paulino de la Sarthe de près de 22 % de décrochage. Ça veut dire 2 jeunes sur 10. C'est exact. C'est exact. Le taux est élevé, a augmenté d'ailleurs, parce que si on prend de 2007 à 2012, de 2007 à 2010, on était à peu près à 16,9 %. Donc, il y a vraiment eu une augmentation du taux de décrochage, puis parallèlement à ça, une décroissance. Malgré tout ce qu'on a mis en place. Donc, c'est sûr qu'avec les organismes, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder les différentes alternatives. Est-ce que on fait le portrait de notre clientèle? Est-ce que nos jeunes travaillent trop en dehors des heures de classe? Est-ce que ça a l'influence sur leur réussite?
Est-ce qu'on peut offrir à ces jeunes-là plus de cours d'orientation scolaire pour permettre de développer des projets de vie? Donc, on est vraiment en train d'en faire l'analyse et de voir avec les partenaires comment on peut travailler ensemble pour la persévérance des jeunes. Alors, c'est sûr que très vite, en 30 secondes, qu'est-ce que vous dites à un jeune qui arrive devant vous et qui dit « Moi, je suis tanné, je m'en vais ». Moi, j'essaierais de le raccrocher. Mais je pense que ça prend le soutien de la famille, des parents. Oui, sûrement beaucoup. L'accompagnement, puis de voir avec lui, de développer un projet de vie. Dans le fond, qu'est-ce que tu aimerais faire? Comme on disait tantôt, comment on peut y arriver ensemble? Les jeunes n'ont pas assez peut-être de projet de vie. Madame Théberge, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. On demande aux jeunes de rester à l'école le plus longtemps possible. Exactement. Première certification. Exactement. Merci beaucoup, madame. Merci. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez à l'écoute. Existe-t-il de l'abus et de la violence envers les aînés? Est-ce un phénomène bien réel? Pour nous en parler, je reçois Mme Sylvie Belland, travailleuse sociale au Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Mme Belland, bonsoir. Bonsoir. Merci, Mme Belland, d'avoir accepté cette invitation-là. Puis on n'en parlera jamais assez de l'abus et de la violence envers les aînés. Et la première question que je vous pose, c'est que est-ce qu'il y a effectivement beaucoup d'abus et de violence envers les aînés? Bien, présentement, nous, les études nous démontrent qu'au Québec, on évalue à 7 Souvent, les statistiques vont dire entre 6 et 10, mais on retient surtout le chiffre de 7 chez nos gens âgés qui pourraient être victimes d'exploitation de toutes sortes. Là. Parce qu'on dit tout le temps, ça je le répète souvent pour différentes raisons, c'est qu'on pense tout le temps que, bon, on a des reportages dans les bulletins de nouvelles, la TVA ou à Radio-Canada, peu importe. Puis on regarde, il y a une série de programmes qui va passer sur l'abus des aînés dans les grands centres. On parle de Montréal, on parle de Québec, on parle, ça peut être Sherbrooke, Trois-Rivières. Mais chez nous, on dit tout le temps, ça n'existe pas chez nous, cette affaire-là. Ça existe rien que dans les grands centres seulement. Erreur. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est que chez nous, c'est sûr que, comme on dit, la violence, souvent, ça commence des gestes simples dans les vies privées des gens. C'est souvent des violences ou des maltraitances qui sont faites à la maison. Et les gens, souvent, sont isolés, sont seuls. C'est un enfant qui exploite. Ça peut être différentes personnes, mais c'est ça, on les dépiste pas très bien parce que ça se passe justement dans un cercle très privé. C'est un cercle fermé, c'est ça qu'il y a. Oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un phénomène réel, mais qui reste caché. Pourquoi ça reste caché? Bien, ça reste caché. C'est sûr qu'au départ, de dénoncer de la maltraitance, c'est très difficile parce que souvent, nos gens les plus victimes, c'est nos 80 ans et plus, c'est les femmes, c'est des gens souvent qui sont en situation de dépendance, en perte de capacité, donc souvent sont dépendants de leur abuseur ou de leur agresseur dans le sens que, même des fois, ils sont même plus capables de communiquer, nos gens, problèmes visuels, problèmes auditifs, problèmes de mobilité. Donc, elles se sentent honteuses, se sentent... Est-ce que les aînés ont peur? Ont peur de dénoncer, tiens? C'est une peur très prononcée parce que dénoncer peut vouloir dire perdre le lien significatif avec leur enfant, peut vouloir dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me placer. Peur de ne plus avoir aucun contact avec eux. Puis souvent, le seul lien qui les rattache, c'est ça. Donc, c'est ça qui les empêche d'ouvrir, de trouver des solutions à la situation. Donc, ils sont sans contrôle à ce moment-là. Ils sont très vulnérables. Ils sont vulnérables. Oui. Donc, puis comment on peut contrer ces abus-là? C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est certain. Les abus sont là, mais comment on peut arriver puis contrer ces abus-là? C'est très délicat. C'est sûr que le meilleur outil, c'est d'abord le dépistage, de dépister très tôt les signes de risque d'abus, d'exploitation possible. Souvent, ça commence par des gestes simples et avec le temps, on sait que ça s'amplifie, ça devient de plus en plus grave. Donc, dès qu'on voit des signes, comme exemple, une personne âgée qui aurait des bleus, par exemple, ne veut pas dire que ce serait une personne maltraitée, mais il y a un risque. Disons que ça peut ouvrir une petite parenthèse à ce moment-là. Ça peut peut-être vouloir dire, oups,
Est-ce qu'elle a tombé ou bien non? Ce fut de la violence physique. Ou c'est de la violence physique, ou simplement une maladie, des fois certains médicaments. Oui, aussi, oui, c'est sûr. Mais la première... Mais ça donne un petit... Oui, souvent c'est des gens très isolés. Donc, si moi je suis membre d'une famille, puis mon frère exploite ma mère, bien, la première prévention, c'est d'être plus présent auprès de notre parent. Si on pense, oups, il se passe peut-être des choses pas tout à fait légales, les objets disparaissent dans la maison, il y a des grosses transactions dans le compte, le testament vient de changer. La première chose, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe et puis de se tenir beaucoup plus proche de la personne, essayer de discuter avec elle seule à seule, la laisser prendre ses décisions, de voir est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe, est-ce qu'elle fait des choix conscients ou non, il y a comme une pression et donc briser l'isolement, c'est un des gros facteurs qui va aider à diminuer la violence. On ne s'enfargera pas là, dans les chiffres, sauf que j'en ai ici, Mme Bélan, j'en ai quelques-uns ici, qui ont dit que de 2009 à 2061, le taux de 65 ans et plus devrait grimper de 14 à 28 %. Donc, on va doubler d'ici 2061. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en voir des choses comme ça? Non, on n'a pas fini d'en voir. Notre population est très vieillissante. La démographie est très lourde par rapport à ça. Et, donc, il faut être de plus en plus outillé et de se donner comme société des moyens d'agir aussi. Là. Ce sont des chiffres qui font peur. C'est parce que on demande aux gens aînés d'être le plus possible à la maison, le plus longtemps possible. C'est un peu ce que l'on veut. Mais par contre, ces personnes-là ne peuvent pas rester seules. Donc, ce sont les enfants qui vont les garder. Puis c'est là que tranquillement, l'abus peut commencer à se faire. Est-ce que l'abus se fait habituellement, le plus souvent, par la famille près, ou bien non, si ça se fait également à l'extérieur de la famille? Bon, ce qu'on sait, c'est que généralement, malheureusement, c'est nos proches, justement, nos enfants. Nos enfants, des fois, c'est pas parce qu'ils veulent nous maltraiter, mais des fois, c'est un manque de connaissances. Si j'ai l'Alzheimer, puis je connais pas la maladie, et qu'on m'impose, toi, tu travailles pas, tu es à la retraite, tu t'occupes de maman qui a 90 ans, qui est Alzheimer, si je suis mal préparé, manque d'infos, peut-être que je fais de la maltraitance parce que je connais pas assez bien la dynamique de ce qui se passe. Sans le vouloir. Sans le vouloir. À ce moment-là, c'est d'aller chercher plus d'informations et de s'outiller quand on est inquiète. Peut-être qu'on n'agit peut-être pas dans l'intérêt de notre parent toujours. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Bien, comme sur notre territoire, de plus en plus, on travaille avec le comité de proches aidants, avec Mylène Noël, qui est là pour les proches aidants, pour ces maladies dites dégénératives ou des situations où on est à aider quelqu'un en perte d'autonomie. C'est ça qu'on a au CLSC, dans chaque secteur, l'approche milieu, on a des travailleurs sociaux. Si on est inquiet de la situation, qu'on dépiste des choses, puis on ne sait pas si c'est réel, pas réel, c'est des indices, d'aller vérifier nos choses, de s'informer comme fois cet effet-là. Exactement. Il y a deux grandes formes de maltraitance. On parle de violence, gestes qui causent du tort, c'est sûr. On parle de négligence également. Pas poser le geste que ça prenait pour aider. Ces deux grandes formes de maltraitance-là, on parle de maltraitance physique, sexuelle, psychologique, financière, violation des droits. Il y en a tellement. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux deux grandes formes de maltraitance. Okay. C'est sûr que nous, présentement, on dépiste plus facilement parce qu'on a des faits aussi par rapport à la fraude ou à la maltraitance financière et ces choses-là. C'est plus facile à dépister, à reconnaître. Et la violence psychologique, bien sûr, qui est souvent accompagnée d'une violence physique ou d'exploitation financière ou de tout autre sexuel et tout ça, souvent ça vient jouer beaucoup. Là. Donc, c'est sûr que maltraitance physique, c'est visuel. Oui. Il faut faire attention, probablement. Tu sais, dire, il ne faut pas que je fasse un bleu, il ne faut pas que je fasse, tu sais, là, parce que si elle reçoit de la visite, ça va paraître, bon, il faut faire attention à ça. Mais quand on parle de maltraitance psychologique, à ce moment-là, est-ce que c'est la plus grave? Bien, c'est la plus grave dans le sens que ça peut aller loin, la maltraitance psychologique. Des fois, les gens peuvent vivre des dépressions, avoir des idées suicidaires, même causer une mort précoce. C'est ce que les études nous montrent aussi. Et puis, on le constate dans notre travail que les gens, à un moment donné, ils n'ont plus de ressources, donc ils sont en perte de contrôle, se sentent impuissants, très vulnérables. Donc, à un moment donné, au lieu de dénoncer, vont se laisser aller. Ils vont être méfiants envers les soins, ils ne voudront pas de soins, ils ne voudront pas de soignants, ils ne voudront pas l'aide du réseau, puis justement, ils ne savent plus, là, puis ils sont trop méfiants, ils ont trop peur de perdre, et trop de conséquences à la situation. Donc, ça devient difficile. Ça devient difficile. Et la maltraitance financière aussi,
À ce moment-là, c'est qu'on va chercher des sous. On dit, bien, regarde, j'ai besoin d'argent pour telle et telle affaire. C'est pour toi. On va en demander plus que le besoin n'en prend. Oui. Bien, la maltraitance financière, souvent, ce qu'on dit, des fois, un parent peut donner de l'argent à son enfant. Lui, il ne se cause pas de tort, ses besoins sont bien répondus. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est quand il y a une maltraitance, c'est que les gens sont rendus à l'étape où ils sont plus capables de se nourrir eux autres, de payer leurs propres besoins de base. Les gros montants disparaissent, les objets significatifs disparaissent, les gens se retrouvent souvent là, désorganisés financièrement pour répondre aux besoins de l'enfant qui met beaucoup de pression. Là. Ça doit certainement faire des chicanes de famille à ce moment-là, c'est sûr, là, parce que c'est une personne dans la famille qui n'en profite au détriment d'autres personnes de la famille, souvent. Oui, souvent, et ça peut créer beaucoup de conflits à cet effet-là, de la méfiance et tout. Donc, mais des fois, il y a juste un enfant, des fois, c'est pas parce qu'il y a plusieurs enfants. Oui, exactement, c'est ça, oui. Non, c'est vrai, exactement. Oui. Donc, en général, Mme Bélair, comment on fait pour reconnaître ces maltraitances-là? Vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne pour que les gens soient bien informés. Comment on peut... Quels sont les premiers signes pour la maltraitance? C'est sûr que si je prends l'exemple de quelqu'un que je connais bien, une personne dans mon entourage, et qu'elle change dramatiquement, que déjà c'est quelqu'un de souriant, de bonne humeur, qui sortait de chez elle et que maintenant elle s'isole, elle se replie sur elle-même, qu'on voit des... C'est bizarre, c'est pas la personne qu'on connaît. On peut commencer à s'inquiéter un peu. Si on visite une personne, notre parent, exemple, qui avait beaucoup d'objets dans la maison de valeur et que ces objets-là disparaissent, que la personne se plaint, écoute, mon compte en banque baisse vite et tout ça. Donc, on peut offrir notre aide. Voulez-vous qu'on regarde ça de plus proche, qu'on aille voir votre conseiller financier? C'est sûr que la chose qui, de prime abord, c'est toujours d'impliquer la personne concernée, de lui en parler directement, de voir est-ce qu'elle fait des choix, est-ce qu'elle s'exprime par rapport à ça. Des fois, les gens disent, oui, j'ai donné, exemple, 5 000 $ à mon fils, mais là, je suis jugé que c'était correct cette année, puis ça ne dérange rien dans mes affaires. Bien, c'est pas de l'exploitation financière. Non. J'ai voulu le faire parce que c'est mon droit de le faire aussi. Donc, de s'assurer que la personne, de qu'est-ce qui se passe, puis briser l'isolement surtout, de voir, peut-être que la personne ne veut pas vous savoir tout le temps, mais un petit coucou, je vais passer prendre un café, et tranquillement, on tisse un lien de confiance, et déjà d'être présent, on diminue les risques. Mais des fois, ça doit arriver que vous n'êtes pas la bienvenue, probablement. Pas de la personne en question, de l'entourage. Oui, dans mon travail, souvent, on va travailler avec les proches qui ont un intérêt pour la personne. Souvent, c'est pas nous qui va pouvoir tisser le lien de confiance au départ, mais on va travailler avec des proches qui vont s'assurer qu'il y a une présence, qu'on réduit les méfaits. Si on voit qu'il y a des méfaits réels, puis qu'on n'est pas bienvenu auprès de la personne victime ou qu'elle a un problème de démence, des problèmes cognitifs. Donc, souvent, on va essayer de démêler tout ça, mais à travers des proches qui vont aider. Puis oui, à un moment donné, on a un lien de confiance et on peut aider directement, mais je vous dirais qu'il faut user de beaucoup de stratégies. Ça doit, oui, exact. Et surtout, aujourd'hui, j'avais ici comme exemple que dans les abus financiers, la majorité sont sur Internet. Oui, là, on se rend compte même à la SAR. Dernièrement, j'ai des gens qui ont été sollicités par Internet, par des courriels au nom de leurs petits-enfants et tout ça. Il faut être très, très méfiant. Quand il se passe des choses inhabituelles, qu'on se fait demander 7 000 à 8 000 $ pour notre petit-fils qui est aux études de l'extérieur, il ne faut pas en parler, c'est grave, mais il ne faut pas en parler, tout ça. Je pense qu'il faut commencer à se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de... Parce que c'est sûr que chez la personne âgée, aider son petit-fils ou sa petite-fille qui, entre parenthèses, pourrait être mal prise, elle est aux études aux États-Unis, peu importe la raison, on va être porté à dire « il faut que j'y aide, c'est ma petite fille ». On ne pensera pas de faire une espèce d'enquête, si on peut dire. On va tout de suite vouloir aller lui aider le plus vite possible. Elle est mal prise et c'est ma petite fille. Et c'est ça, mais il faut se vérifier. Des fois, on a des indices, comme je pense à quelqu'un qui a reçu dernièrement un courriel, mais ça demandait de l'argent en euros. Ah, ça se peut pas en euros, au Québec. Donc, déjà là, oups, mais comment ça se fait qu'ils ont le nom de mon petit enfant, qu'ils ont toute la situation et tout ça? On ne sait pas trop comment ça se passe, mais aussi qu'il faut être très, très vigilant. Exactement. On avait, Mme Bélair, rajouté aussi à l'entrevue, table sectorielle. Oui, ici à la SART, depuis 2010, on a créé une table, justement parce que c'est souvent des situations très complexes qui impliquent beaucoup de gens dans les cas extrêmes d'exploitation, d'abus et tout ça. Donc, on est présentement assis avec la Sûreté du Québec, Claire Foyer, CRLM, Centre de réadaptation de la maison, les gens du CAVAC, Nancy Bouchard, les gens des caisses populaires, on a des représentants, des notaires. Donc, plusieurs, j'en oublie, c'est sûr, là, on se voit justement cette semaine, mais on analyse avec les travailleurs sociaux des fois des situations plus complexes, savoir qu'est-ce qu'on peut offrir comme aide.
au niveau d'aide juridique, au niveau de... Donc, pour dire que des fois, il ne faut pas rester tout seul, même nous comme intervenants, il faut consulter, c'est multifactoriel, c'est très complexe. C'est sûr, parce que si on parle du point de vue financier, si vous avez des représentants à cette table-là de la finance, bien là, c'est sûr que ces personnes-là vont être là pour vous conseiller, vous, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire s'il y a abus financier ou peu importe. Là. Fait que ce sont des personnes, autant notaires, avocats, peu importe. Oui, puis j'oublie un acteur important, le curateur public aussi. Oui, le curateur public, il prend le temps de venir discuter avec nous, parce que justement, c'est les situations les plus difficiles quand les gens perdent des capacités cognitives et tombent à risque d'exploitation, décident pour eux-mêmes, sont encore capables de décider pour eux-mêmes et tout ça. Donc, parce que dans les ressources, on parle du curateur public, on parle de la commission des droits de la personne également, et on va parler aussi de la ligne aide abus aînés. Oui. Oui. Comme ça, des droits de la personne, ça, c'est bien de savoir que depuis 2010, nos personnes âgées qui ne sont pas en perte cognitive nécessairement, mais qui sont très vulnérables, qu'il y a un tort qui est causé, que quelqu'un profite de la situation. Eux, le gouvernement les a investis de pouvoir d'enquête. Si on déclare une situation, ils peuvent aller faire enquête et protéger la personne. Et l'autre qu'on a dit, c'est le... C'était une commission des droits aussi. La ligne... Et la ligne aide abus aînés. Ça, c'est important. Très intéressant. Vu qu'on est un petit milieu, des fois, on veut savoir je suis dans une mauvaise situation, qu'est-ce que je peux faire? Mais on ne veut pas consulter trop proche parce qu'on se connaît tous, on est un petit village. Donc, l'abus est à Montréal. Les gens, c'est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h le matin à 8 h le soir. C'est des experts là-dedans. Ils peuvent se référer aussi et nous retourner en région si on peut faire de quoi pour aider la personne. Mais souvent, les gens vont avoir des réponses très précises en les appelant. Et ce sont surtout des réponses que les gens veulent avoir. C'est important. Il y a également la violence passive. Oui, bien justement, comme on parlait un petit peu tantôt, des fois, on n'est pas conscient qu'on cause du tort à nos gens. Ça peut être autant, comme on dit, dans les familles, dans les pensions privées. Même nous, au niveau du réseau, on n'est pas à l'abri de situations où on ne donne pas le soin à ce que la personne était en droit de recevoir et tout ça. Des fois, c'est de le dépister puis de dire « Oh, attendez un petit peu, il manque quelque chose là, pour répondre aux besoins de nos gens. » Mais c'est pas parce qu'on veut ça, mais il faut apprendre à les voir et à faire un petit peu le côté avocat, défendre les droits de nos aînés, des gens les plus vulnérables. Et on avait parlé aussi, lorsque l'on s'est rencontrés avant, de violence conjugale. Aussi chez les aînés. Oui, souvent on pense que, 20, 30, 40, on peut voir ça de la violence conjugale, mais il ne faut pas oublier, s'il y en a eu dans le passé, il peut y en avoir aussi en vieillissant. C'est comme, des fois même juste les étapes du vieillissement peuvent amener de la violence, comme la prise de la retraite peut créer de la violence dans un couple, la perte du permis de conduire ou l'arrivée d'une nouvelle maladie peut créer des situations qu'avant tout allait bien, mais maintenant il y a de la violence physique, psychologique qui s'installe dans la famille ou dans le couple. S'il y en a eu, il peut en avoir d'autres. Oui, des fois, on pense ce n'est pas l'âge qui empêche ça. Non, c'est exact. Malheureusement, non. Ça ne les protège pas. Et en terminant, travailleuse sociale, il y a un rôle aussi à jouer. Oui, bien, dernièrement, les gens me disaient, oui, je vis des choses, mais à qui je me réfère? Où je vais ouvrir des portes? Souvent, on peut parler à nos proches, mais il faut savoir que dans chaque milieu, il y a des travailleuses sociales à l'accueil psychosocial. On peut se référer à ces gens-là, puis qui vont vous diriger vers les bonnes ressources aussi. À ce moment-là, juste de pouvoir en parler confidentiellement. Oui, justement, parce que des fois, ce n'est pas... des fois, c'est juste un dialogue que ces personnes-là veulent avoir. Souvent, c'est juste dans le but de leur aider, oui, mais c'est dans le but aussi de ne pas se sentir seul s'il arrive quelque chose, de se sentir épaulé. Oui, puis j'aimerais rajouter, des fois, c'est juste que cesse l'abus. Des fois, on ne veut pas dénoncer notre enfant, mais on voudrait que cesse. Des fois, il y a des mesures simples. Dès qu'on est au début de la violence, des fois, on a des mesures simples qui se calment, mais bon, on protège la personne et on évite que ça se détériore. C'est surtout ça qu'on cherche à faire, là. Madame Belland, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avons. Nous avons éclairci beaucoup de choses. Puis je pense que le primordial de tout ça, bien, c'est de dénoncer, de ne pas attendre qu'il soit trop tard, autrement dit. Effectivement, d'être préventif dans tout ça. Et le préventif. Alors, Madame Belland, merci infiniment et continuez votre excellent travail. Les personnes âgées ont besoin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.